bonne gouvernance. Ressources naturelles. Agriculture et élevage. Droits humains. Cohésion sociale. Corruption. Sécurité. Devoir de redevabilité. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre rendez-vous face aux veilles. Qui décide de l'utilisation des ressources publiques dans nos communes? Comment ces décisions sont-elles prises, exécutées et surtout contrôlées? Et les citoyens sont-ils vraiment associés ou simplement sont-ils mis à l'écart? Ce soir, nous posons une question essentielle. La gestion budgétaire locale est-elle réellement transparente, accessible et redevable envers les populations? Car un budget, ce n'est pas qu'un document technique, c'est un choix de société, un levier de développement. Mais sans information claire, sans participation, sans redevabilité, c'est la porte ouverte à la méfiance et aux dérives. Quels mécanismes fonctionnent sur le terrain? Qu'est-ce qui bloque et surtout comment donner aux citoyens les moyens d'agir? Nous en parlons. Ceux qui gèrent, qui analysent et qui veillent sur l'usage des ressources locales sont avec nous ce soir, n'est-ce pas Astrid Nikiema? Bonsoir Abdul Razak, mesdames, messieurs. Effectivement, très heureuse de vous retrouver pour ce rendez-vous de redevabilité et de veille citoyenne. La participation citoyenne dans le processus budgétaire au plan communal, le dispositif de redevabilité mis en place par les délégations spéciales et des solutions pour une meilleure implication et gestion, ce sont là les grandes articulations de cette émission. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau la direction des finances publiques locales, un service du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, représenté ici par Désiré Saïdou Ilboudo, Hermana Douagno, il est secrétaire exécutif du CRFP, le Centre d'études et de recherche en finances publiques, et Issouf Sanfo, il nous vient de la Bougriba. Il est membre de la délégation spéciale de Diebougou. Il est également le président de la commission des affaires économiques et financières de la commune de Diebougou. C'est dans la région du Sud-Ouest. Comme à l'accoutumée, nous avons un public chaleureux issu du CRFP et des associations affiliées. Bonsoir à tous et bienvenue. Une fois de plus, donc, soyez les bienvenus. Tout de suite, avec M. Ilboudo de l'administration territoriale, nous allons faire donc une petite pédagogie quand on parle de transparence budgétaire au niveau local. Autrement, qu'est-ce qui se cache derrière cette expression? Merci beaucoup. Les questions de transparence sont des questions de droits fondamentaux et concernant donc le budget, il s'agit donc de permettre donc de voir de manière lisible et voir de manière vraiment concrète qu'est-ce que une collectivité territoriale prévoit pour l'année, donc en termes donc d'exécution budgétaire. Qu'est-ce qu'on prévoit comme recette, qu'est-ce qu'on prévoit comme dépense. Donc c'est de manière vraiment ouverte qu'on donne l'opportunité à tout le monde de comprendre ce que les collectivités font. En quoi est-il essentiel ce concept dans le cadre donc, du développement local des communes? Une collectivité territoriale a une personnalité juridique, mais elle a aussi donc, un budget. Donc c'est le budget qui est sa manière de s'exprimer et qui permet donc, à travers donc, le programme, c'est-à-dire chaque collectivité territoriale a ce qu'on appelle un plan de développement local qu'on essaie donc de ramener, donc un plan de développement local s'il est prévu pour 5 ans. Donc chaque année, on essaie de faire la tranche annuelle, donc à travers un plan, un PAI, voilà, programme annuel d'investissement. Et c'est cela qu'on essaie de schématiser donc dans le budget à travers les recettes et les dépenses.
Alors, Monsieur Sanfo, je me tourne vers vous. Les populations sont-elles informées des montants des budgets annuels après leur adoption? Est-ce que les populations sont informées? Oui, et à notre niveau, nous essayons d'informer les populations, en tout cas comme on le peut. Et généralement, quand un budget est adopté, alors il y a d'abord il y a les publications, on affiche le budget. Il y a les délibérations à caractère financier également sont affichées. Mais il faut reconnaître qu'avant même l'adoption du budget, d'abord, il y a la session même qui est ouverte au public. Nos sessions sont ouvertes. Quand il y a une session, il y a d'abord un communiqué même du PDS. Alors, et ce communiqué est passé à la radio et par les réseaux sociaux également. Nous faisons passer ce communiqué. Les réseaux sociaux, il faut voir WhatsApp, Facebook. La mairie a une page Facebook, nous faisons passer ces informations-là. Et l'ordre du jour même est donné à travers ces canaux-là pour permettre à la population d'être déjà informée. Et quand c'est adopté également, on essaie de les informer comme on le peut à travers l'affichage. Et si tout citoyen aussi qui vient à la mairie qui a besoin du budget, nous mettons à la disposition de ces citoyens-là, que ce soit les associations ou bien un individu qui vient, nous mettons le budget à leur disposition. D'accord, mais est-ce qu'au cours de l'année, au fur et à mesure que vous avancez dans vos activités, est-ce qu'il y a des cadres de rencontres et d'échanges où vous informez les populations? Oui, au fur et à mesure que nous avançons dans l'année, il y a des cadres de rencontres. Il y a ce qu'on appelle les journées de redevabilité. Mais il faut reconnaître qu'avec les délégations spéciales, c'est un peu difficile par problème de moyens, par manque de moyens. Nous n'arrivons pas à organiser concrètement ces journées de redevabilité, mais on le fait d'une manière ou d'une autre. Nous, par exemple, au niveau de Djebougo, en 2023, nous avons invité la RTV, la radio de Gawa. C'est une radio locale au niveau de la région qui est venue et il y a eu une émission où on a permis à la population d'appeler directement les membres de la délégation spéciale, les PDS, les SG, ainsi que les présidents de commission étaient présents, et même l'administration communale. Et on a permis à la population de poser des questions pour comprendre ce que nous gérons comme, en tout cas, ressources au niveau de la collectivité. Voilà. Donc, il y a ce cadre-là qui nous permet d'informer la population. Est-ce que tous les canaux que vous citez, vous avez parlé tantôt de WhatsApp, de Facebook, de rencontres beaucoup plus formelles, est-ce que là, on peut être sûr d'avoir une grande mobilisation dans un contexte de milieu rural où les populations ne sont généralement pas forcément sur ces canaux de diffusion de l'information? Et là aussi, c'est une triste réalité. Mais comme je l'ai dit, en tout cas, c'est les moyens que nous utilisons. Même en 2024, fin 2024, avec l'accompagnement de SERA FP, nous avons adopté en tout cas autre moyen, à savoir le budget participatif, où on a tenu des rencontres même dans les villages pour permettre aux populations même d'exprimer les besoins. Et après cela, on a eu une grande rencontre à la mairie avec les populations. Et il y a eu un autre forum spécialement avec les femmes pour connaître les besoins également des femmes avant d'adopter le budget. Donc, ce cadre également nous permet d'avoir vraiment, de toucher vraiment la majeure partie de nos populations. D'accord. Une question un peu technique pour comprendre un peu le rôle de tout un chacun, les délégations spéciales et les services techniques. Quel est le rôle de chacun dans la gestion du budget communal? Et il faut reconnaître que ces différents services-là s'accompagnent. Et c'est complète. Voilà. Par exemple, quand il y a une session, il y a des questions d'ordre technique où on a besoin des techniciens du domaine. Je prends un exemple. Si nous prenons une question qui relève, par exemple, les marchés publics, il faut qu'au niveau de la mairie, la personne responsable des marchés soit à côté. Donc, ça se complète. En fait, la délégation spéciale et les services techniques de la mairie se complètent pour que la collectivité se porte bien. D'accord. Est-ce que les approches ne changent pas selon qu'on soit en temps normal, les communes, et selon qu'on soit en délégation spéciale? Bon, ça ne change pas trop, mais comme je l'ai dit, par exemple, si nous prenons les journées de redevabilité au temps des communes où c'était les maires, il y avait suffisamment de moyens où on organisait de façon grandiose. Mais avec les délégations spéciales, il faut reconnaître qu'en tout cas, il n'y a pas suffisamment de moyens pour
organisé de façon grandiose. Mais qu'est-ce que nous avons remarqué? Nous avons remarqué que les populations sont prêtes à se consentir. Voilà, ils sont prêts parce qu'avec le budget participatif que nous avons eu à élaborer avec les populations, on a tenu des rencontres de 9h à 15h où c'est de l'eau simple qu'on a pu donner aux populations. Mais la participation était active pour dire que ce n'est pas forcément les moyens financiers qui permettent vraiment d'avoir des résultats. Merci. Monsieur Douaniou, vous êtes de la société civile, le CRAFP, vous êtes également sur le terrain, au contact de tous ces acteurs. Quand vous les écoutez ce soir et que vous partiez sur le terrain, est-ce que vous avez cette impression que les cadres de redevabilité sont efficaces? Merci beaucoup Razak, merci à Astrid également de nous accueillir ce soir pour cette émission Face aux veilles qui porte sur la transparence budgétaire au niveau local. Avant de répondre à cette question, permettez-moi de compléter un peu la définition sur la transparence budgétaire au niveau local que M. Ilbodo a défini entre-temps. Voilà, il faut dire qu'en plus de ce qu'il a dit, la transparence budgétaire pour nous en tant qu'acteurs de l'extérieur, de la société civile, c'est vraiment de permettre la libre circulation de l'information au niveau des communautés. Et cela suppose qu'il faut mettre le citoyen lambda. Quand je dis citoyen, c'est vraiment le citoyen lambda, le citoyen qui n'est pas allé à l'école, comme celui qui est allé à l'école, et celui aussi qui ignore la pédagogie budgétaire, de pouvoir être en possession réelle de l'information budgétaire et qui peut lui permettre de porter un jugement éclairé sur la façon dont est gérée les ressources publiques, que ce soit en allocation ou en exécution. Donc c'est ça que nous traduisons en termes de transparence budgétaire. Mais il faut aussi ajouter que c'est une transparence qui est au centre de la gouvernance locale. Parce que c'est cette transparence qui permet à la communauté, aux citoyens, de s'approprier leur organe de décision et de développement local, qui est la collectivité territoriale. Et quand vous n'avez pas d'information, bien sûr, vous ignorez pratiquement tout de ce que l'organe de développement local fait. Et donc, vous ne pouvez pas contribuer à la hauteur de ce qu'on attend de vous. Alors qu'aujourd'hui, le développement, normalement, à la base, doit se baser sur les populations et non sur l'extérieur ou l'État. C'est-à-dire que ce sont les populations qui doivent contribuer, mais c'est au regard de l'information que ces populations-là ont dans la conduite de l'action publique locale qu'elles peuvent s'engager résolument pour contribuer à bâtir leur communauté et leur collectivité territoriale. Maintenant, par rapport, bien sûr, aux réactions des acteurs terrains, et il faut noter que M. Sanfo a touché du doigt quelque chose d'assez important. La transparence, ce n'est pas quelque chose qui s'improvise. Il faut définir un mécanisme de transparence. Et le mécanisme de transparence, il faut d'abord définir l'information qu'on doit disponibiliser. Ce n'est pas seulement le budget tel qu'élaboré par les collectivités territoriales qui fait de la transparence, même s'il est mis à la disposition des citoyens, parce qu'il est technique. Donc il faut le simplifier, de sorte à ce que même celui qui n'est pas allé à l'école, et même celui qui est allé à l'école et qui n'a pas fait la technique budgétaire, en prenant le budget, puisse savoir exactement qu'est-ce qui est attendu de lui en termes de recettes, qu'est-ce qui sera fait à son profit en termes de dépenses. Donc c'est cette manière de faire là qui amène le citoyen à se dire « Ah, donc je peux contribuer à tel niveau et je peux attendre de la collectivité à tel niveau ». Et cette transparence permet également à la population de ne pas exiger l'impossible à la collectivité territoriale parce qu'elle aura connaissance des capacités réelles que cette collectivité territoriale a pour promouvoir le développement à la base. Mais aussi avec le message qui est derrière que la capacité d'une collectivité ne saurait être au-dessus des populations qui animent cette collectivité territoriale. Donc, cela veut dire que c'est aussi un instrument de mobilisation des ressources endogènes ou des ressources propres des collectivités territoriales. Maintenant, il faut aussi définir des canaux pour justement que cette transparence puisse s'exprimer. Donc, les canaux, c'est quoi? M. Sanfo a tantôt parlé des réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook, et puis des cadres
formelles donc d'échange avec des populations qu'on appelle justement les journées de redevabilité. Il a aussi parlé donc des forums ou des forats pour donc le budget participatif. Et il faut dire qu'au-delà de ça, nous, on a décidé que si on doit aller vers une réelle transparence, c'est même de travailler sur la présentation du budget pour les populations. Et ça, il faut que le budget soit simplifié, traduit et puis mis à la disposition donc des citoyens. Et ça, ce sont des canaux qu'on peut le faire à travers donc les médias tels que les radios, on peut le faire à travers la télé, ainsi de suite. Donc, c'est vraiment une stratégie de communication qu'il faut déployer autour donc, du budget pour permettre donc cette transparence-là de s'exprimer. Là, vous êtes déjà dans le fond parce que vous recommandez même un type de présentation. Mais là, l'impression qu'on a souvent du dehors, c'est que ces acteurs ont un problème avec la redevabilité. Pour les fois qu'on a droit à ces cadres, généralement, c'est financé par des structures, par des bailleurs de fonds. Pourquoi il est si difficile pour les collectivités territoriales d'aller au bilan pour leur population? Oui, et là, peut-être qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'on signale. Et nous, on a tenté donc de l'expérimenter au cours donc, de cette année, de ces 2 années de transition, on va dire. Ce n'est pas encore fini, mais on veut quand même que ça puisse prendre pour passer à l'échelle. Qu'est-ce qui se passe? Au temps où c'était, par exemple, les élus, donc des maires élus, il y avait un enjeu politique derrière donc, chaque communication, donc chaque message. Et donc, derrière la transparence budgétaire également, il y avait un message. C'était quoi? C'était de faire en sorte que les dividendes politiques de la transparence soient assez élevés pour les permettre de briguer de nouveaux mandats. Donc, c'est pour cela que vous allez voir qu'avant, on mobilisait assez de ressources pour pouvoir faire de la redevabilité. Mais la population n'a pas besoin de ça. La preuve est que M. Sanfo vient de le dire. Avant, il n'avait pas, c'est-à-dire les délégations, les conseillers avaient des moyens, mais aujourd'hui, les délégations spéciales n'ont pas de moyens. Donc, ils font avec les moyens de bord. La population a juste besoin d'être considérée, de savoir qu'elle peut contribuer à améliorer les choses et faire des propositions même dans le cadre du développement local. Et c'est ce qu'ils ont eu à faire. Et juste en servant de l'eau simple pour pouvoir donc, j'allais dire, rafraîchir les gorges, les populations ont tenu de 9h à 15h par exemple, sans exiger autre chose. Mais au temps des élus, c'était autre chose. C'est-à-dire que tant que vous ne faites pas à manger, tant que vous ne mettez pas de l'alcool dedans, ben, les populations ne veulent pas participer. Il faut relativiser un peu quand même, parce qu'on a couvert des activités où il n'y a pas eu tout ça, mais les populations étaient là. Sous ces mêmes politiciens. Ça dépend de quelle population. Parce que nous-mêmes, on veut revoir le format des journées de redevabilité. Parce que les journées de redevabilité, pour nous, le format ne sait même pas. Parce que, comme vous l'avez si bien dit, entre-temps, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit à la mairie, toute la population ne peut pas y participer. Absolument. Donc, il faut définir de nouveaux formats de redevabilité, aller dans les villages, dans les coins les plus reculés des communes, pour que les populations qui sont, entre guillemets, je crois, exclues, puissent se sentir inclus donc, dans le développement local. Mais si on prend des amis pour venir dire, bon, on rend compte, bien sûr, même si on ne leur donne rien, on va rendre compte. Monsieur Sanfo, rapidement, pour être concret, comment le budget il est élaboré au niveau de votre collectivité? Qui y participe? D'accord, merci. Actuellement, au niveau de notre collectivité, pour l'élaboration du budget, il faut reconnaître que nous impliquons toutes les sensibilités, que ce soit les personnes en situation de handicap, que ce soit les femmes. Nous essayons d'impliquer le maximum possible parce que nous partons vers eux. Je vous ai parlé tantôt des forats que nous avons organisés dans les villages avant de venir organiser en ville, comme là-bas c'est le centre. Et on a organisé un forum avec uniquement les femmes pour connaître réellement les besoins même des femmes, pour les prendre en compte dans le budget. Alors, et c'est les restrictions de l'État qui a fait que, bon, il y a certaines choses qu'on ne pourra pas voir sur le terrain, et vous le savez. Il y a certaines restrictions que l'État a données. L'État a donné des orientations aux communes ce qui fait qu'il y a certaines réalisations que nous avons voulu faire, mais nous ne pouvons pas. Parce qu'on nous demande de ne pas se jeter vers ces réalisations, ces investissements. Vous voulez parler des restrictions budgétaires? Parce qu'au niveau de l'État central, il y a eu ces arrêtés, ces mesures. Tout à fait.
qui font en sorte qu'il n'y a plus de budget qui soit transféré véritablement aux communes. Oui. Ensuite, et même les investissements. Il y a des choses, quand vous voulez faire, il faut que vous demandez une autorisation avant de pouvoir le faire. Donc, ce qui fait qu'il y a ces restrictions-là qui font qu'il y a certaines choses que nous ne pouvons pas faire d'abord. Nous partons à l'essentiel comme l'État levé, l'État central, au niveau central levé. Razak, mesdames, messieurs, nous avons écouté les invités sur ce plateau, mais la question, elle mérite d'être posée. L'accès à l'information budgétaire, est-ce une réalité dans les communes du Burkina? Quelles sont les attentes de la population sur la gestion? Nous avons recueilli pour vous le témoignage de quelques citoyens dans la commune de Sapone, Nagringo et Dano. La population est très bien avisée de leur projet et les CVD sont les relèves et c'est eux qui transmettent ce que la commune veut faire au niveau des populations. Bon, en tout cas, je vais suggérer à ce que l'information qu'on va passer soit encore traduite pour que la plupart de la population puisse comprendre. Il y a ces journées de redevabilité qui se tiennent au sein de la commune de Sapone, où les autorités communales sont revenues sur les activités qu'ils ont pu mener dans leur plan d'action. Pour l'amélioration de la gestion budgétaire, il faut continuer de travailler sur la sensibilisation de la population. Parce que nous savons sur le terrain qu'il existe des partenaires accompagnés jusqu'à un certain niveau, mais on n'accompagne pas des individus. Les partenaires accompagnent toujours des structures organisées. Par les biais du conseil municipal, les comptes rendus du conseil municipal, nous avons régulièrement des informations sur ce qui se passe dans la commune de Dano. La question d'eau est cruciale au niveau de Dano et je sais qu'il y a des fourrages, il y a des adductions d'eau au niveau de Dano que la mairie finance. Il y a des projets aussi de construction d'écoles et aussi des centres de santé. On peut parler aussi de la nutrition même des enfants. Si l'autorité pouvait entreprendre encore beaucoup plus de sensibilisation envers les contribuables, je pense que cela pourrait améliorer le budget communal et permettre aussi à la commune de pouvoir faire des grandes réalisations. Donc sur ce plan-là, nous pouvons dire que, en tout cas, la redevabilité est assurée. Voilà. Donc l'autorité, en tout cas d'une manière ou d'une autre, rend compte de sa gestion à la population. Concernant les projets financiers de Dano, nous sommes informés. En tant que coordinatrice des femmes, il y a des soutiens aussi qu'on a demandé au niveau de la mairie. En tout cas, nous avons été satisfaites. À chaque conseil, nous avons le budget physique où le comptable nous fait tout le point de ce qui est rentré, de ce qui est sorti. En tout cas, j'aimerais que la mairie continue sur cet élan-là. La gestion du budget communal, bon, je dirais, comme c'est une délégation spéciale, bon, ça va. Côté amélioration, c'est d'être beaucoup plus à proximité des personnes vulnérables. Parce que il y a beaucoup de choses que nous réalisons, mais quand on essaie de marquer un point, on constate que non, il y a une couche qui n'est pas totalement prise en compte. J'allais suggérer de revenir au moins et d'avoir un petit regard favorable à ces couches vulnérables. La population est informée. Il y a des partenaires qui les accompagnent par rapport au projet dans la commune de Nagringo. Il y a un comité de base, le CDVC, qui tiennent des rencontres à chaque fois avec la population. Dans le cadre de nos activités, on a eu à faire des sorties où on a échangé avec les différentes populations par zone, où chaque localité devait donner ses préoccupations, c'est-à-dire les besoins, et ce qui a permis après à la commune par rapport à son budget de tenir compte de certaines préoccupations des populations. La commune accompagne les jeunes à travers leur partenaire qui a doté la commune d'une enveloppe financière de 30 millions. Et les jeunes sont laissés libres à eux-mêmes de s'associer. 5 personnes, le groupement de 5 jeunes
ils peuvent en même temps bénéficier de l'accompagnement de ce fonds-là. Je pense que c'est de toujours continuer sur cette voie-là. Retour sur ce plateau, Monsieur Ilboudo, on a tout suivi. On se rend compte qu'il y a toujours cette soif de l'information, en tout cas à propos de toutes ces questions budgétaires au niveau des communautés locales. Est-ce qu'au niveau de l'État central, il y a un canevas clair dont il faut peut-être faire usage pour réussir ces questions, ces cadres de redevabilité? D'accord, merci. Je pense que d'abord, concernant l'élaboration des budgets, avant d'en venir donc, au cadre de redevabilité pour l'élaboration des budgets, donc chaque année, il y a une circulaire budgétaire qui est prise et c'est suivant donc, les orientations de cette circulaire budgétaire que les communes sont amenées donc, à élaborer donc, leur budget. Donc le budget primitif, plus tard le premier budget rectificatif, puis un deuxième budget rectificatif si besoin. Et c'est en cela que les premières sessions, les deuxièmes et les troisièmes sessions sont animées. Bon, il y a 4 sessions ordinaires, bien sûr. On peut aller jusqu'à faire des sessions extraordinaires. Mais revenant donc à la redevabilité, il faut dire que c'est également une disposition qui est prévue par le Code général des collectivités territoriales que les personnes à qui on a donné un mandat, voilà, de gérer donc, des fonds publics, rendent compte que ce soit au niveau national et aussi au niveau local. Donc, dans le cadre donc, de cette redevabilité, et plusieurs actions sont menées. On a parlé donc des journées de redevabilité qui sont organisées et les formats sont différents selon les zones auxquelles vous appartenez. Mais toujours est-il que c'est une obligation. Donc, les populations doivent savoir ce qu'on fait donc, des deniers publics, ce qu'on fait donc, des ressources publiques et que l'État donc alloue, voilà, ou que l'État, les collectivités mobilisent auprès des populations. Donc, il est important donc de tenir compte donc, de cette redevabilité. Peu importe le format, hein, et il a donné le cas donc, de ce qui est rapporté à travers Facebook ou WhatsApp, ben, il faut dire à chaque occasion que les présidents, donc les présidents de délégation spéciale, voilà, prennent la parole, ils peuvent profiter, rendre compte de la gestion, parce que c'est en rendant compte de la gestion que nous arrivons à avoir donc, des populations qui sont beaucoup plus soumises. Et comme l'a dit M. Douaniot, c'est une occasion donc, pour ces derniers-là d'engranger des points et d'avoir l'accompagnement de ces populations dans le cadre de la mobilisation donc, des ressources budgétaires. Monsieur Douaniot, justement, vous travaillez à rapprocher les populations dans les communes. Quelles sont les initiatives locales innovantes qui peuvent permettre une meilleure redevabilité? Merci beaucoup Astrid. Ce qu'il faut dire, c'est que, bon, au niveau du CERA, on est parti d'un constat avant donc de commencer justement à définir des initiatives qui peuvent, j'allais dire, apporter une plus grande valeur ajoutée à la transparence budgétaire, mais aussi à la redevabilité, parce que pour nous, les deux notions sont assez distinctes, différentes. Ce qu'il faut dire, c'est qu'on s'est rendu compte que pour ce qui est du budget et même des politiques locales, il y avait peu de communication qui se faisait autour. C'est-à-dire que les choses sont élaborées au niveau du conseil de collectivité, un peu gardées jalousement, comme j'avais des secrets de polichinelle, voilà, entre les murs donc, de la mairie, et qui sont ignorés donc, par la grande majorité des populations, donc des administrés. Et cela a créé, donc, a eu pour conséquence de créer un climat de méfiance entre les administrés et l'administration donc, communale. Et donc, de ce constat, nous, on a accompagné les collectivités territoriales, de même que les communautés. D'abord, pour ce qui est des collectivités territoriales, on leur a demandé de publier régulièrement des informations, de ne pas attendre de rendre compte, parce qu'on ne rend pas compte, on ne met pas quelqu'un au pied du mur ou devant le fait accompli. C'est-à-dire qu'il faut l'associer dès le départ pour lui dire, bon, voici ce qui est fait, voici ce que nous proposons de faire. S'il y a des rectificatifs ou des adaptations à faire, les populations vont vous dire, ah,
vous avez inscrit tel besoin, mais ce n'est pas notre besoin. Il faut le réadapter. Maintenant, au rendu de compte, qu'est-ce qui se passe? C'est que si vous êtes entendu sur un bien à réaliser ou un ouvrage à réaliser, quand vous allez rendre compte, vous allez dire, bon, je devais réaliser l'ouvrage, mais avec la contribution financière de la population. Je n'ai pas pu réaliser l'ouvrage, mais j'ai réalisé l'ouvrage à 50% parce que la population n'a pas payé tout entièrement sa quote-part ou sa contribution. C'est là où le jeu est intéressant. C'est-à-dire là, c'est comme une co-responsabilisation pendant la redevabilité. Mais ici, on a des journées ou des cadres de redevabilité où la population ignore tout dès le départ et à l'arrivée, on lui tend un bilan. Mais vous voulez qu'elle apprécie le bilan là sur quoi? Donc, nous, on a décidé que, bon, on accompagne d'abord à faire de la transparence budgétaire. Maintenant, les cadres de redevabilité viendront pour raffermir le ciment entre les administrés et l'administration. Comme il a dit, c'est une obligation qui est faite donc aux collectivités territoriales. De l'autre côté, on a aussi organisé, puis on s'est rendu compte que les populations, c'est parce qu'elles ne sont pas organisées, c'est parce que chacun va individuellement à l'information que les choses ne prennent pas. Donc on a dit, bon, il faut mettre en place des cellules de veille. Et donc les cellules de veille ont été mises en place, vous avez suivi les éléments, en fait c'est des comités de dialogue et de veille citoyenne qui ont été mis en place par l'accompagnement du CERA-FP et qui sont chargés non seulement de diffuser l'information, donc d'aider à diffuser l'information budgétaire, mais aussi d'aider à informer en langage facile les populations sur ce que l'autorité communale compte faire au cours de l'année. Et puis maintenant, au final, simplifier l'information budgétaire pour ceux qui ne peuvent pas lire ça en français facile. Et pour finir, ces comités-là ont aussi ce qu'on appelle des bureaux, voilà, qui s'organisent pour recueillir des préoccupations de la population et les transmettre aux autorités pour que les autorités puissent en prendre connaissance et les intégrer donc dans les politiques de développement, bien sûr au regard des capacités financières. Vous l'avez évoqué un peu plus tôt, tout est gardé un peu jalousement dans les murs. Dites-nous, quel doit être le rôle justement de la société civile et des comités villageois? Oui, ce qu'il faut dire à ce niveau, d'abord, quand vous prenez les comités villageois de développement, leur rôle, c'est d'échanger avec la population, de recueillir leurs besoins, de les transmettre aux autorités. Une fois que c'est transcrit dans les budgets, de faire un feedback vers ces mêmes populations pour dire, vous avez exprimé par exemple 10 besoins, mais sur les 10 besoins, le conseil municipal a pu retenir que 5 au regard des capacités financières donc, de ce conseil municipal et de l'arbitrage qu'il y a eu entre les différentes localités de la commune. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect qu'il faut signaler, c'est que les populations également, en entendant cela, s'il y a un besoin qui les tient à cœur, peut dire non, nous on s'engage à financer ce besoin-là. On va contribuer pour que ce besoin-là puisse voir le jour. Ou bien on renonce à tel besoin parce qu'il n'est pas prioritaire et, en faveur de tel autre besoin. Donc ça, c'est vraiment un cadre qui est là et qui est posé pour qu'on puisse non seulement, j'allais dire, travailler à un meilleur agencement des politiques publiques au niveau local, mais à leur adaptation aux besoins réels que ressentent les populations sur le terrain. Donc ça, c'est un peu dans ce cadre. Maintenant, bon, on a également ces comités villageois de développement qui travaillent de concert ou en tandem avec les comités de dialogue et de veille citoyenne que nous avons mis en place. Donc, on essaie de les consulter pour voir comment ils peuvent... Parce que ce qu'il faut noter aujourd'hui, c'est que ces mêmes comités souffrent même à faire remonter souvent leurs besoins ou bien même à collecter les besoins sur le terrain. Parce qu'il n'y a pas assez de moyens, ils ne sont pas accompagnés. Donc, c'est se résume au président qui lui aussi s'assoit et puis ce qui lui arrive, bon, il transmet. Merci, M. Douanier. M. Sanfo, l'autre réalité est que, on l'a dit tout à l'heure, les communes sont désormais privées des ressources qui venaient de l'État central. Désormais, elles sont obligées de se trouver d'autres mécanismes pour tenter, en tout cas, d'exécuter le développement, certains plans d'action. Concrètement, sur le terrain, comment cela se traduit? D'accord. Sur le terrain, nous passons par la sensibilisation et nous mettons les populations devant les faits.
comme M. Douanier l'a dit, il faut d'abord que les populations soient associées, qu'ils sachent que sans ressources, actuellement, qu'est-ce que nous avons fait au niveau de notre commune? Quand il y a une rencontre, nous n'hésitons pas à dire aux populations que l'État, à partir de 2025, là, cette année 2025, l'État a décidé de ne plus les fonds transférés là, en ce qui concerne l'éducation, la santé, nous n'allons plus en bénéficier. Et sa commune doit se débrouiller pour continuer ses investissements et son développement. Donc nous les mettons devant les faits accomplis. Parce que le problème c'est quoi? Souvent la population n'est pas informée. Parce que nous nous rendons compte que si le terrain, en réalité, les Burkinabés, bon, je ne sais pas, c'est parce qu'il y a un changement depuis la tête aussi. Sinon, actuellement, nous sentons que les Burkinabés sont prêts vraiment à se donner. Si le terrain, personnellement, c'est le constat que j'ai fait. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que dans votre commune, désormais, même si l'État revenait sur sa décision, vous n'avez plus besoin que l'argent quitte Ouagadougou pour vous, que les populations à la base sont en mesure de cotiser, d'accepter les prélèvements fiscaux pour le développement? Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il y a une prise de conscience de la population que nous constatons sur le terrain. Mais il faut reconnaître que ce qu'on doit faire là, c'est énorme. Donc s'il y a un accompagnement de l'État, les communes ne vont pas hésiter à prendre cet accompagnement-là. Voilà. Mais il y a beaucoup à faire puisqu'il faut continuer la sensibilisation et toujours mettre la population au courant de ce que nous voulons faire, voilà, pour qu'elle puisse contribuer. Parce que qu'est-ce que nous avons fait? Si au niveau du village, vous dites que vous avez besoin d'un forage, de telle chose, après on dit, bon, comment nous allons faire pour recouvrer les ressources, pour les réaliser? Et en même temps, les populations doivent faire encore des propositions. Voilà, on doit payer la taxe de résidence, on doit payer la patente, voilà, ainsi de suite. C'est comme ça. Donc, je me dis que... Ce sont ces prélèvements en réalité qui alimentent les caisses de la mairie. Exactement. Ouais. D'accord. La prise de conscience, elle est là. Mais il faudrait que les gens sachent où vont leurs taxes. Tout à fait. Et qu'est-ce qui pourrait être fait pour améliorer justement la transparence? Voilà, ce qui pourra être fait, ce qui est déjà fait d'abord, comme mes prédécesseurs l'ont dit, M. Ilboudou et puis M. Douanier l'ont dit, en fait, la redevabilité, là, c'est une obligation. Par exemple, quand vous prenez une collectivité, une commune, alors, le Code général des collectivités, c'est la loi qui gouverne les communes. C'est comme notre constitution. C'est la loi des communes comme ça. Et dans ce code-là, à l'article 250, il est dit que chaque année, le premier trimestre de l'année, le maire doit rendre compte de sa gestion. Donc, actuellement, c'est les délégations spéciales. Les préfets, présidents des délégations spéciales. Par exemple, chez nous, c'est déjà fait. Dans les autres communes aussi, c'est clair que c'est déjà fait. Alors, ils doivent rendre compte. Les communes doivent rendre compte. Et les populations aussi doivent participer. Parce que le problème aussi est que certaines populations n'ont pas l'information. Certaines populations ne savent pas que les sessions sont ouvertes, qu'on peut venir à la mairie demander qu'on lui mette le budget à leur disposition. Donc, il faut que les populations aient ces informations-là et que chacun mette la main dans la main pour que nous puissions développer nos communes et partant de là, le Burkina Faso. D'accord. Monsieur Ilboudou, est-ce qu'au niveau du ministère, il y a des actions justement dans ce sens pour rendre transparente la gestion budgétaire au niveau des communes? Bon, je pense qu'au niveau vraiment macro, au niveau donc, de l'État, au niveau du ministère, c'est de prendre déjà les différents textes de loi pour rendre effectif donc, cette transparence. Donc, on prend par exemple, comme je l'ai dit, une circulaire budgétaire. Il y a une nomenclature de présentation donc, des budgets. Il y a donc les différents impôts qui sont organisés. Il y a des impôts d'État, il y a des impôts qui sont partagés, il y a des impôts qui sont locaux. Voilà, il y a des taxes et redevances. Donc au niveau de l'État, on essaie d'organiser tout ça. Et dire aussi qu'au niveau local, les budgets que les collectivités adoptent ne sont que des projets. Ce ne sont pas des budgets qui sont exécutables. Tant que ce budget ne passe pas devant la commission technique régionale, ce qui concerne donc les communes urbaines et rurales au niveau donc, des régions. Voilà. Et pour ce qui concerne les communes à statut particulier, Ouaga et Bobo, ainsi que les conseils régionaux, ça c'est la commission technique interministérielle. C'est une fois que ces documents sont passés en revue devant donc, ces commissions que ça devient donc un budget. Donc ce n'est qu'un projet de budget, un avant-projet de budget depuis l'élaboration, quand c'est au stade donc, de la commune, avant que la session ne se tienne.
et en ce moment, ça devient un projet de budget. Et ce projet de budget est soumis donc à approbation devant les commissions techniques ou la commission et les commissions techniques d'approbation des budgets. Donc je pense que au niveau donc de l'État, c'est de créer le cadre pour que la transparence ait lieu, et vraiment au niveau des commissions techniques, on est regardant. On est regardant sur ce qui est fait par les communes. Ce qui passe, on va effectivement valider. Ce qui ne passe pas, on ne va pas entériner une décision qui a été prise par une collectivité territoriale, parce que c'est l'État qui a créé ces collectivités territoriales. Donc on a quand même ce regard-là sur ces collectivités territoriales. Merci. Astrid, alors quand on parle de transparence budgétaire, il existe une structure dont les actions parlent d'elles-mêmes. Elle est sur ce plateau avec nous. Le Centre d'études de recherche en finances publiques. Mais concrètement, que fait cette organisation sur le terrain? On regarde tout de suite et on revient. Depuis sa création, le CAFP travaille à promouvoir la bonne gouvernance à travers le renforcement de la transparence et de la redevabilité au niveau national et aussi au niveau local. Depuis 2023, le CRAFP conduit le projet Monitoring alternatif du cycle 3 de la décentralisation. Dans ce sens-là, nous avons également mis en place des comités de dialogue et de veille citoyenne qui font le suivi de l'action publique au niveau de leurs localités respectives. Nous avons également développé un logiciel de simplification du budget que nous avons partagé à un certain nombre de communes, 15 communes, pour qu'elles puissent utiliser ce logiciel-là pour rendre leur budget plus compréhensible, plus synthétique, pour que les populations puissent le comprendre et tirer les informations qui les intéressent et faire le suivi aussi des réalisations qui sont prévues par la localité pour l'année. Comme solution que nous proposons pour améliorer la transparence dans les communes, c'est d'adopter le budget citoyen comme un outil systématique, donc rendre le budget communal plus digeste pour que les populations puissent suivre et apporter leur contribution à ce qui est prévu comme action de développement. Également de systématiser les actions de redevabilité, notamment des journées de redevabilité, des émissions ou tout moyen qui peut permettre de rendre compte à la population des actions de développement de la commune. Nous souhaitons également que le budget citoyen puisse être adopté pour l'ensemble des collectivités du Burkina, en plus du budget qui est élaboré chaque année par les communes. Et nous sommes de retour sur ce plateau. Monsieur Ilboudo, vous avez suivi tout à l'heure avec nous déjà réaction sur ce que propose le CRAFP. Merci. Et je pense que le CRAFP, je ne connaissais pas. C'est celui qui fait un bon travail sur le terrain. Et ce qui vraiment me réconforte, c'est que on a déjà des résultats sur le terrain, donc à travers les différents reportages qu'on a vus ici. Et c'est des actions concrètes qui sont menées. Et il faut dire que le budget de collectivité est lourd. Vraiment, il est très lourd. Et aller vers un budget citoyen, un budget qui est vraiment explicite, qui est léger, qui est digeste, que les citoyens peuvent consommer vraiment sans être allés dans des écoles de formation, voilà, ou faire des finances publiques. Et je pense que c'est une bonne chose. Ça permet donc de faire adhérer les populations. Et bien sûr, c'est d'abord à l'élaboration qu'il faut savoir ce qui est fait pour ensuite contrôler ce qui a été effectivement réalisé. Donc si on ne sait pas ce qui a été fait, comment est-ce qu'on peut vous dire si vous avez bien travaillé ou pas? Donc c'est très important ce travail de conscientisation, et c'est vraiment un défi d'arriver à rendre ce budget-là beaucoup plus digeste et l'adopter pour toutes les collectivités territoriales du Burkina Faso. Vous l'avez reconnu, c'est une bonne chose, c'est important. Mais est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est réaliste pour l'État? Parce que c'est là qu'il y a l'enjeu. J'avoue que vu les acteurs qui sont en jeu ici, parce que quand vous prenez, il n'y a pas seulement que la collectivité territoriale,
il y a les services techniques déconcentrés qui sont là, tout ce qui est financier, qui accompagne, et les impôts, le trésor, et le contrôle financier, le budget. Et si vous venez encore au niveau régional et au niveau national, vous avez d'autres acteurs qui sont là. Et je pense que c'est un défi, mais ce n'est pas quelque chose d'irréaliste. On peut le réaliser. Voilà. Merci. Monsieur Douagneau, un budget citoyen comme outil systématique, est-ce réaliste? Oui, merci beaucoup, Razak. Je crois que si on part même de la définition de la transparence budgétaire telle qu'on l'entend pour le citoyen, justement, le budget citoyen est le pilier de cette centrale, de cette transparence budgétaire. Parce que, comme M. Ilboudo même l'a reconnu, le document tel que validé par la tutelle, donc approuvé, est très technique. Vous l'aurez bien, vous l'aurez mis à la disposition de même des professeurs d'université, ils vont avoir du mal à s'en sortir avec ce document. Donc nous, on s'est dit non, mais comme le budget est élaboré pour les citoyens, pour les populations, il faut les amener à comprendre même ce budget-là. On ne remet pas encore la nomenclature parce que c'est une nomenclature qui a été adoptée. Mais à partir de cette nomenclature, on peut simplifier donc le contenu pour en faire un budget. Et c'est ça qu'on appelle le budget citoyen, un budget compréhensible par tout le monde. Et même qui peut être traduit en capsule vidéo et autres. Nous, on l'a déjà fait depuis... Est-ce qu'il y a des exemples réussis ailleurs, à travers le monde? Oui, il y a des exemples, même ici. Même ici, nous, on l'a déjà fait depuis 2018, on est dessus. J'aimerais qu'on revienne sur votre logiciel de simplification. Progiciel. Progiciel de simplification budgétaire. Oui. Dites-nous davantage, qu'est-ce que c'est? Oui, en réalité, on parle de la nomenclature habituelle du budget, mais on propose des retraitements des informations budgétaires pour les recouper et les regrouper par 4 grandes catégories de postes de dépenses, compréhensibles par n'importe qui. Par exemple, quand vous prenez les recettes, on va vous dire par exemple les recettes propres de la commune. Ça regroupe toutes les recettes propres qu'on peut recouvrer au niveau de la commune. Mais on ne dit pas que les acteurs de la chaîne budgétaire seront mobilisés, puisqu'ils auront eu au préalable le document budgétaire et ils auront apporté leur appréciation et ils l'auront donc approuvé. Donc ça sera un budget en fait exécutoire sur lequel nous allons travailler. Mais on l'a fait depuis 2018, on s'est rendu compte qu'on est obligé de transporter notre expertise dans les collectivités pour pouvoir simplifier les budgets à leur place. On l'a fait pour une vingtaine et même une trentaine de collectivités ensuite. Donc on s'est dit non, aujourd'hui il faut permettre à l'administration communale de s'approprier même ce logiciel-là. C'est là où nous avons donc initié une formation sur ce logiciel que nous avons développé depuis 2018, bien sûr, qu'on a amélioré au fil du temps, et qui aujourd'hui vous donne par exemple le budget de chaque collectivité sur maximum 5 pages. Le budget tourne autour de 60 pages, de 50 pages, ou même d'une centaine de pages, ça dépend de l'envergure de la collectivité. Voilà. Donc, nous, en maximum 5 pages, si vous voulez, même il y a un résumé en 1 page qui regroupe les recettes et les dépenses de la section de fonctionnement, les recettes et les dépenses de la section d'investissement. Et donc, les gens savent avec les natures de dépenses à effectuer. Et ils peuvent aussi regarder où ces réalisations seront effectuées. Donc, ce qui va donc les amener à faire le suivi. Je suis par exemple à Nabtenga, voilà, on doit construire une école là-bas. Je sais que j'attends une école, donc je vais suivre. Et si je ne vois pas venir, je peux aller à la mairie demander « Ah, on avait prévu une école, c'est où ?» Ça, au moins, c'est citoyen. Voilà. Mais ça a été au préalable validé par la tutelle. Ça, ce n'est pas, on ne rentre plus dans le processus technique, voilà, d'analyse du budget. Non, on le simplifie juste pour que l'information soit disponible. Et on lutte aussi contre la désinformation par la même occasion. Au lieu que quelqu'un vienne dire, voilà, la mairie avait prévu tant, alors que vous ne pouvez même pas le vérifier sur le document. Non, vous avez le document devant vous. Monsieur Sanfo, vous connaissez ce mécanisme, c'est pratiqué chez vous, dans votre localité? Merci. Et je profite d'ailleurs de remercier SERAFP parce que notre commune bénéficie déjà de leur intervention et à travers aussi les points focaux qu'ils ont mis en place, les comités
les coordinations, les CCVC là. Voilà, par exemple, il y a des points focaux à notre niveau sur les coordinations communales de veille citoyenne. Alors, donc, déjà au niveau du Djébougou, nous bénéficions en tout cas de ce qui est passé dans les reportages. Déjà, en tout cas, la commune de Djébougou bénéficie des budgets simplifiés et il y a également des capsules vidéo qui permettent vraiment de voir réellement ce que la commune compte faire au cours de l'année. Et c'est traduit en langue. Pour celui qui comprend, quelqu'un qui ne comprend pas le français, il peut prendre dans une autre langue et puis il s'en sort. Voilà. Et quels sont les avantages justement? Les avantages sont énormes parce que déjà, comme ils l'ont dit, quand vous prenez le budget, c'est volumineux et finalement tu lis, tu ne t'en sors pas, tu peux te perdre à l'intérieur. Mais ça, c'est simplifié. Avec ça, les gens, il y a un engouement. Avec ça, ça permet, il y a un engouement parce qu'il y a une facilité de compréhension. Voilà, et une facilité de compréhension du budget. Quand vous prenez, c'est facile à lire, c'est compréhensif. Voilà, c'est ce que je peux dire comme avantage. Voilà. On peut dire que grâce à ça, il y a l'éveil de conscience. Voilà, il y a plus l'éveil de conscience. Il y a plus de l'éveil de conscience. Puisque plus les populations s'approprient le budget, plus les populations peuvent vérifier. Mais quelque chose que tu n'as pas compris, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans, c'est difficile pour toi de vérifier si c'est fait ou pas. Mais par exemple, quand vous prenez le budget simplifié, comme ils l'ont dit, si on dit à une école qui doit être réalisée, ou bien même toutes les recettes de l'année, on dit il y a tant pour cent qui est alloué à l'éducation. Au bilan, on peut vérifier. Voilà. Désiré Saïdou Ilboudo, comment peut-on étendre le budget citoyen à l'ensemble des communes? Eh bien, je pense que ça sera avec l'action des projets et programmes qui accompagnent donc ce volet. Parce que déjà l'État a beaucoup à faire. Si vous avez remarqué, ces derniers temps, nous avons donc un certain nombre de priorités. Donc il appartient donc aux autres acteurs du développement d'accompagner ces collectivités. Vraiment, c'est très important, comme on l'a dit. Certes, le budget en lui-même, c'est un document complexe, mais une fois qu'on l'a rendu digeste à travers un budget citoyen, il est beaucoup plus consommable. Donc, il appartient donc au projet, au programme, donc de nous accompagner. Donc, c'est donc de continuer bien ce travail et de l'étendre sur toutes les collectivités. En tout cas, nous, on est sûr que ça va beaucoup aider nos collectivités territoriales parce qu'il y a l'expression que ces communes-là pourront ressentir à travers les résultats de cet apport-là. Voilà. Merci. Astrid, il est peut-être temps d'aller voir sur la toile, voir ce qui se passe là-bas à propos du budget local, de la transparence budgétaire. Tout à fait. Et notre partenaire Faso Tchèque nous propose ici quelques éléments de réponse sur ce qu'est le budget avec plus de détails au niveau communal. Suivant donc. Le budget, qu'est-ce que c'est? Selon le dictionnaire encyclopédique de l'administration publique, le budget est un document dans lequel un gouvernement fait état de ses prévisions de revenus et de dépenses. Il présente aussi des prévisions de recettes et de dépenses d'une institution pour une durée donnée, par exemple 1 an. Au Burkina Faso, on peut en citer 2 types, le budget de l'État et les budgets des collectivités territoriales. Le budget de l'État, aussi appelé loi de finances, couvre l'ensemble du pays et pour l'année 2025, par exemple, il s'élève à 3 612,3 milliards de francs CFA. Avec ce montant, l'État finance des projets de développement dans l'éducation, la santé, la sécurité ou encore l'accès à l'eau et à l'énergie, etc. Les communes disposent quant à elles de leur propre budget qui est voté localement. Il varie selon les ressources mobilisées comme les taxes locales ou les transferts de l'État. Et certaines communes qui abritent des sites miniers peuvent atteindre le milliard de francs CFA en termes de budget. Mais cette année, alors que le Burkina est passé sous délégation spéciale depuis 2022 au niveau des communes, l'État a suspendu les transferts financiers vers les collectivités comme l'indique une circulaire du 28 janvier 2025, une mesure qui impacte directement les budgets communaux. Le processus d'élaboration budgétaire, lui, dure presque 1 an entre planification, arbitrage technique, vote et promulgation. Aux communes aussi, un cadre précis est suivi, même si des ajustements en cours d'année sont possibles. Le budget, c'est donc plus qu'un chiffre, c'est un outil de gouvernance qui conditionne les actions publiques et le quotidien des citoyens.
Le budget, c'est plus qu'un chiffre. Monsieur Sanfo, on revient encore sur cette suspension des transferts étatiques vers les collectivités territoriales. Comment est-ce que cette suspension impacte vos activités sur le terrain? D'accord. Donc, il faut reconnaître que cette, en tout cas, suspension impacte négativement les collectivités parce qu'il y a certaines choses que les collectivités pourraient faire à court terme. Bon, même si ces collectivités vont le faire, ça ne sera pas aussi dans un bref délai à cause de cette suspension. Voilà, parce que maintenant, il faut compter ses propres ailes. Sa commune doit voler avec ses propres ailes. Donc, ce qui fait que les collectivités vraiment demandent l'implication des différentes populations. Voilà, que chacun s'y mette pour le développement des collectivités. Avant la suspension, le budget de votre commune était à combien? Et maintenant, avec la suspension, vous êtes à combien? Bon, bon, faut reconnaître en tout cas qu'il y a une diminution, mais je n'ai pas les chiffres en tête. Voilà, mais il y a carrément une diminution. Merci bien. Alors, Monsieur Ilboudo, à quand la fin de cette suspension? Parce que vous êtes au courant, je parle aux acteurs étatiques, je parle aux décideurs à travers vous, parce que c'est vous qui les représentez ce soir. Je ne sais pas si vous acceptez d'endosser ce rôle, mais en tout cas, on va vous poser cette question. Je dirais que nous espérons bientôt, mais ce qui est le plus important, c'est qu'on apprenne à assumer désormais nos rôles. Si vous avez une collectivité territoriale et que l'État n'arrive pas à apporter, donc c'est vrai que l'État au départ ne voulait pas apporter quelque chose, mais quand même on a donné la dotation globale de fonctionnement. Voilà, la DGF est venue. Donc l'État, à peu près on avait 2 milliards, un peu plus de 2 milliards qu'on a reparti aux communes et aux régions. Donc on a 13 régions et on a 351 communes. Donc on a reparti donc ces ressources-là. Donc la dotation globale d'équipement n'est pas, la DGE n'est pas venue. C'est assez dérisoire. Oui, c'est dérisoire, mais il faut dire aussi qu'il y avait beaucoup de reste aussi au niveau des communes. Donc, elle peut fonctionner en attendant des lendemains meilleurs parce que c'est ça. Il faut regarder l'État. Est-ce que depuis Ouagadougou, vous vous rendez compte de l'impact justement de cette suspension? Est-ce que vous avez les échos? Est-ce que vous partez sur le terrain? Est-ce que vous entendez ces appels des populations, de ces collectivités territoriales? Oui, il faut gérer mieux encore. Il faut prioriser ce qui est vraiment important. C'est quand on est en période d'austérité, donc il faut prioriser ce qui est, voilà, c'est d'abord ce qui est le plus important et après ce qui est, et actuellement nous, ça nous réjouit parce qu'il y a beaucoup de dépenses qu'on aurait pu économiser, dont on aurait pu économiser les ressources et qui aujourd'hui on n'a pas le choix, il faut économiser. Voilà, donc en attendant que la situation soit meilleure et que nous revenions donc à une période où on va faire les transferts, il faut qu'on apprenne à compter sur nos propres moyens. Donc, je ne sais pas, je ne saurais vous dire quand est-ce. Merci, Astrid. Razak, mesdames, messieurs, à présent, nous allons donner la parole au public qui, je rappelle, est composé d'associations partenaires du CRAFP, mais aussi du personnel de Studio Yafa. Razak? Oui, le principe est simple, on commence par la droite. S'il y a quelqu'un du public qui voudrait faire une réaction, qui voudrait poser une question, sur les personnes ressources qui sont autour de la table aujourd'hui, le micro est totalement disponible. La parole à qui veut la prendre? Je commence par ma droite. Allez-y, vous vous présentez et vous partez. Oui, oui, allez-y. Ok, je m'appelle Ounaïs, économiste de développement. Ma question s'adresse aux responsables du ministère. Alors, on constate que les collectivités territoriales ne rendent pas compte systématiquement de leur gestion. Par exemple, les journées de redevabilité. Alors, la question est la suivante. Quelles sont les mesures prévues au niveau central pour amener les collectivités territoriales à faire de la transparence et de la redevabilité une obligation? Merci, M. Ounaïs. Michel Boudot, vous allez répondre. Bon, ok. Je pense qu'à ce niveau, les mesures prises au niveau central, c'est à travers
l'examen donc des documents budgétaires. On n'a pas une instance qui vérifie si une commune a rendu compte à sa population ou pas. Parce que le concept donc, de réédition donc, des comptes et faire rencontrer donc, la redevabilité et le contrôle citoyen de l'action publique. Donc, si on doit rendre compte de manière automatique sans même que la population t'ait demandé, mais il appartient aussi aux populations de demander à ceux qui gèrent donc, la collectivité territoriale de rendre compte. Est-ce que ça peut une limite des approches déployées sur le terrain? Et nous avons donc des acteurs au niveau terrain aussi, parce que le niveau central a ses représentants, au niveau régional, provincial. Voilà, et c'est la tutelle rapprochée, c'est le Haut Commissariat qui assure la tutelle rapprochée des communes, et c'est le gouvernorat, donc la région circonscription administrative qui assure donc la tutelle des régions collectivités territoriales. Donc, ces instances-là sont en même en tant qu'autorité de tutelle rapprochée d'attirer l'attention de la collectivité, hormis le fait que les populations elles-mêmes peuvent attirer l'attention de ces collectivités-là, qu'elles ne rendent pas compte de ce qu'elles ont fait. Donc, les populations peuvent le faire elles-mêmes, voilà, comme elles peuvent le faire à travers les associations, voilà, organisées donc en OSC. Merci pour vos éclairages. Une autre réaction? Allez-y, vous vous présentez, vous posez votre question ou vous donnez vos avis. Merci. Moi, c'est Éric Sebougo, je suis juriste sociologue. Désolé que ma question s'adresse directement à M. Sanfo. Au début de l'émission, M. Douaneau disait que la transparence et la redevabilité ne s'improvisent pas. Voilà, il y a des mécanismes mis en place, autant pour moi des mécanismes mis en place pour cette transparence et pour cette redevabilité. Ma question est de savoir si le budget peut être mis à la disposition du citoyen lambda. Est-ce qu'il n'y a pas des tracasseries administratives qui puissent décourager de ce citoyen-là de pouvoir vraiment, comment dirais-je, prendre en compte ou du moins la disposition de ce budget? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, quelle est la communication du moins, la communication qui peut être faite ou qui est actuellement faite pour que vraiment la population, ou je dirais le citoyen lambda, puisse vraiment s'intéresser à cette question du budget local? Merci. Merci, M. Éric Sebougo, pour vos questions. M. Sanfo. OK. Merci. Et au niveau de notre commune, je peux dire qu'il n'y a pas de tracasserie pour un citoyen qui veut avoir le budget. Je l'ai dit, en tout cas au cours de l'émission, qu'à notre niveau, que ce soit un citoyen, que ce soit une structure, une association, la presse, les RENLAC, nous mettons le budget à leur disposition. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne comment nous allons faire pour que les gens puissent s'intéresser. Quelle communication? Quelle communication? C'est ça, nous disons qu'avec l'accompagnement de SERA FP à travers les points focaux, les CCVC qui sont dans les communes, nous avons élaboré pour cette année précisément ce qu'on appelle le budget participatif. Alors, on a essayé d'impliquer au maximum la population à travers l'élaboration même du budget. Voilà. Donc, on s'est dit que s'ils sont impliqués, les citoyens vont s'intéresser. Ils se sentent considérés. Et quand on se sent considéré, souvent le problème, c'est quand on néglige les citoyens. Il va dire si c'est ça, ce n'est pas son affaire. Mais s'il sait qu'il est considéré, l'affaire de la commune, on le met au centre. Nous, lors de nos sessions, bien vrai, les sessions sont publiques, mais il y a des fois où le PDS adresse des correspondances à certaines personnes spécifiquement pour les inviter à venir prendre part à la session, parce qu'on a besoin d'eux au cours de la session. Tout dernièrement, par exemple, nous avons invité le COSES du marché pour débattre sur les frais de location du loyer des boutiques de la mairie. Nous voulons, la commune, compte tenu de la situation, nous voulons augmenter. Et les commerçants, voilà, nous voulons, on veut augmenter le prix du loyer et les commerçants ne sont pas pour. On les a invités et on a débattu pendant la session, on les a permis d'intervenir, ils ont même pris la parole et puis vraiment on s'est entendu, on a augmenté, mais ça n'a pas atteint ce que la délégation voulait. Mais néanmoins, nous voulons, les boutiques au marché central c'était à 4 000 francs. Nous avons voulu amener à 7 500. Les commerçants ont trouvé que c'est très élevé. Et dans les débats, on s'est entendu à 5 500. À 5 500. Donc pour dire que... Vous voulez aller du simple au double. Voilà. D'autres questions ou d'autres interventions par là?
Sinon, nous allons basculer de ce côté. Est-ce qu'il y a des questions, des interventions? Allez-y, vous présentez et vous partez donc pour votre intervention. D'accord. Je suis Tendano Yeniaba du studio Yafa. Ma question s'adresse à M. Daniel du SERA-FP. Ma question, c'est de savoir est-ce que leur organisation couvre toutes les communes du Burkina Faso? Sinon, pourquoi? Merci. M. Daniel. Merci. Rapidement, il faut dire que le SERA-FP fonctionne sur la base donc, des ressources. La couverture géographique donc, de son action au niveau des collectivités, elle est assez coûteuse. On a commencé avec une vingtaine de communes sur le financement bien sûr de partenaires techniques financiers. Aujourd'hui, on est autour d'une quarantaine de communes. Donc on essaie quand même de pousser pour couvrir le maximum. Mais on se rend compte que même à nous seuls, ça sera difficile de couvrir quand même les 351 communes et les 13 régions du Burkina. Donc ce qu'on veut à travers donc, cette émission et même cette action, c'est justement de faire en sorte qu'au niveau de l'État central, on institutionnalise. Parce que l'élaboration du budget citoyen pour assurer la transparence ne doit pas être du fait de la société civile ou d'une association. Mais si l'État, j'allais dire, contraint les collectivités, c'est-à-dire en plus de l'élaboration du budget primitif et même du budget rectificatif, à aller vers donc, la simplification donc, du contenu de ces budgets, nous, on peut leur apporter l'expertise et puis on se retire. C'est-à-dire on transfère donc la compétence et après, bon, chacun est libre de le faire. Comme il a si bien dit, l'État ne peut pas faire tout. Donc, mais les collectivités, quand même, elles, ce sont leurs budgets, elles peuvent tout faire. Et le logiciel qui est là, c'est pour vraiment simplifier donc, cet exercice. Donc, c'est vraiment un cri de cœur que le centre a. On a déjà formé un certain nombre de collectivités. Si la direction des finances publiques locales nous permet, avec leur accompagnement, on peut étendre à plus de 100 collectivités. Et ça va faire tâche d'huile. Ça va prendre, je sais qu'on a des demandes quand même de la part de certaines collectivités, mais bon, aujourd'hui, les moyens font qu'on est seulement à une quarantaine de collectivités. Merci. Monsieur Douagneau, vous l'apportez, allez-y. Oui, merci. Moi, j'aimerais poser une question à Monsieur Douagneau. Et quelle relation vous entretenez avec les fêtières des collectivités territoriales? Parce que là, État central, nous, on est à l'aise. On est à l'aise parce qu'on a édicté un certain nombre de normes et ces normes sont suivies. Maintenant, par rapport à rendre le budget citoyen, je me dis qu'il y a des fêtières des collectivités qui peuvent être votre allié ou celui qui vous s'introduit auprès de toutes les collectivités territoriales du Burkina. Est-ce que vous les avez approchés? Est-ce que ça les intéresse? Il faut dire que avec les fêtières des collectivités, que ce soit avec le secrétariat permanent de l'AMBF, que ce soit avec le secrétaire exécutif donc, de l'ARBF, on a d'excellentes relations. Mais c'est qu'à leur niveau aussi, en fait, l'introduction, ce n'est pas ça le problème. Puisque quand on va vers les collectivités se disent, bon, dans la prescription, au niveau donc, des textes législatifs, il n'y a pas d'élaboration de budget citoyen. Si vous prenez l'article 11, on dit de mettre simplement le budget à la disposition des citoyens. Maintenant, sous quel format, compréhensible ou pas, bon, ça n'engage que. Maintenant, comme c'est un travail supplémentaire qu'on demande, qu'on leur demande, sinon nous, même si on nous dit aujourd'hui que telle collectivité veut et qu'elle est prête donc à ce qu'on fasse le transfert de connaissances, nous, on le met à la disposition de notre logiciel, vraiment pour aider l'État à améliorer la gestion des collectivités territoriales. Merci. C'est tout? C'est bon? Vous êtes satisfait? Terminer en demandant allez-y avant s'ils ont eu des approches avec le ministère en charge donc, de la décentralisation sur cette question. Oui, on a eu des approches. Je crois que l'année passée, on a eu une émission ici avec René Ouedraogo, qui était donc le directeur général de la gouvernance locale. Voilà, et à un moment donné, on a même parlé de l'institutionnalisation du budget citoyen.
Mais bon, vous voyez, bon, les techniciens sont des techniciens, mais les décideurs restent les décideurs. Donc pour nous, c'est que les techniciens, au sein du ministère de l'administration territoriale et de la mobilité, fassent le plaidoyer pour qu'on y aille. C'est simplement ça. Merci, M. Douanio. D'autres réactions par là? Bonsoir. Je suis Lina Nyomou, je suis du CERA-FP. Ma question s'adresse à M. Sanfo. Alors, au regard de leur expérience en matière de transparence et de redevabilité, quels sont les défis qu'ils rencontrent pour faire cet exercice-là de transparence et de redevabilité? Et aussi, qu'est-ce qu'ils ont comme conseil pour d'autres collectivités qui pourraient être réticentes à aller pleinement vers ce processus-là? Ok, merci Nyumo. Alors, d'accord, ce que nous comptons faire, c'est toujours continuer dans la même lancée avec votre accompagnement, l'accompagnement de CERA-FP. Nous avons expérimenté le budget participatif. Et je l'ai dit ici, nous nous sommes rendus compte que les populations ont accueilli favorablement ce budget participatif et les gens ont participé à 0 francs. La mairie a pu leur offrir simplement de l'eau. Donc nous allons continuer dans cette lancée et demander toujours à ce que vous nous appuyez à toujours simplifier le budget pour permettre à ce que le budget soit accessible à nos citoyens. Ensuite, à notre niveau, nous allons continuer. Par exemple, les délibérations à caractère financier. On les affiche, mais on va continuer à les afficher pour mettre au courant la population de ce qui est décidé vraiment au sein de la commune. Merci. Oui, mais les défis auxquels vous faites face, oui. Quels sont les défis auxquels vous faites face au sein de votre commune? Les défis auxquels nous faisons face, c'est la mobilisation des ressources, les défis de la mobilisation des ressources pour pouvoir faire face aux réalités de notre commune. Et à ce niveau, nous allons toujours inviter les populations à mettre la main dans la poche pour accompagner la commune. Voilà, parce que de plus en plus, on parle de développement endogène. Voilà, donc chaque commune doit prendre à bras le corps son problème. Il ne faut pas que Djebougou pense que c'est un tel qui va quitter ailleurs pour venir développer. Il faut que ces populations-là s'approprient vraiment du programme de la collectivité pour le développement. Est-ce que vous avez l'impression que les populations ne sont pas assez collaboratives? Est-ce qu'il y a un défaut de paiement des patentes, des impôts? Que se passe-t-il exactement? Le blocage, c'est quoi? Qu'est-ce qui bloque? Bon, on peut dire qu'il y a l'incivisme fiscal. Il faut reconnaître qu'à ce niveau, il y a un travail à faire parce que certains n'ont pas l'information, c'est vrai, mais il y a certains citoyens, c'est un manque de volonté. Voilà, donc nous invitons ces citoyens vraiment à marquer les pas pour accompagner la collectivité pour son développement. Nous tirons inexorablement vers la fin de cette émission, mais avant, un dernier tour de table rapidement. Nous commençons avec vous, Monsieur Désiré Saïdo Ilboudo. Qu'est-ce qui est prévu au niveau étatique pour mieux assurer le contrôle de la transparence budgétaire au sein des communes? C'est le gros mot, hein? Qu'est-ce qui est assuré? Bon, je pense que déjà, avec ce qui existe, et nous allons veiller à ce que ça soit suivi. Et je pense qu'il est intéressant d'améliorer le dispositif actuel, mais déjà, si ce qui existe est déjà appliqué, c'est une bonne chose. Parce que nous sommes quand même en période un peu difficile. Donc, parmi les priorités, les collectivités en sont une, mais ça, c'est vraiment à l'interne. Déjà, avec les dispositions que nous avons, c'est de travailler à ce que elles puissent respecter ce qui est prévu. Merci. Vous êtes d'accord avec lui, Monsieur Sanfo? Bon, en tout cas, je pense que c'est la question, s'il vous plaît, si vous pouvez. Ce qu'il vient de dire, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'il a dit? Oui, bon, par rapport à ce qu'il a dit... Pour les collectivités, c'est une priorité, mais est-ce que vous êtes d'accord? Bon, nous souhaitons vraiment que le maire, là, si en tout cas le niveau central peut toujours continuer à accompagner les collectivités, vraiment ça va nous faire plaisir. Voilà. D'accord. Et qu'avez-vous de particulier à partager avec les autres communes?
Alors, bon, ce que nous avons de particulier à partager avec les autres communes, c'est que de plus en plus, nous avons constaté que les populations adhèrent à tout ce qui vient des décideurs. Nous avons expérimenté des journées de salubrité et nous avons constaté que les populations sont sorties massivement. Ils ont travaillé jusqu'à des heures tardives. En temps, la commune a voulu qu'on arrête les travaux. Certains ont décidé de continuer. Nous avons voulu arrêter autour de 12h, 13h. Certains ont continué les travaux jusqu'à 16h. Alors, et au niveau du paiement des taxes, nous constatons qu'il y a de plus en plus une prise de conscience. Donc, nous invitons les autres communes, les citoyens des autres communes, et même notre commune, nous invitons ces citoyens-là à toujours se mobiliser autour de la collectivité, faire de la mairie leur commune, comme le nom l'indique. Quand on dit la commune, c'est pour nous tous. Donc il faut que chacun se mette main dans la main pour que nous puissions avancer. D'accord. C'est vrai, vous avez des répondants au niveau communal, au niveau local, mais ce soir, nous avons la chance d'avoir un du ministère à côté, oui. Des doléances, des sollicitations au oui. niveau étatique. Au niveau étatique, nous allons toujours demander l'accompagnement de l'État central parce que les communes, déjà en tout cas nous bénéficions de l'accompagnement, mais nous allons toujours demander à ce que l'État central puisse nous accompagner. Et quand nous prenons certaines choses, au niveau des communes, ça patine. Par exemple, quand nous prenons les transferts pour les CATUEL au niveau des écoles, nous nous sommes rendus compte que les cantines scolaires, actuellement, l'État central a pris le problème à bras le corps. Et il n'y a pas de transfert vers les communes. Mais cette année, nous avons constaté qu'il y a des communes encore qui ont eu leur dotation carrément en fin avril, d'autres en mai. Parce qu'il y a de très gros retards dans la livraison des vivres dans les cantines scolaires. Nous sommes pratiquement en fin d'année. Donc nous demandons toujours l'État d'accompagner, que ce soit les fournitures scolaires, que ce soit la cantine scolaire. Et les transferts, on va toujours demander l'État central d'accompagner les communes. Merci. Alors, Monsieur Douaniou, vous le faites déjà bien, mais dites-nous, qu'est-ce qui peut être fait à ce jour pour rendre accessibles et transparents les budgets de nos communes? Merci beaucoup, Astrid. Ce qu'il faut dire, c'est que nous n'avons fait que poursuivre en fait des initiatives qui avaient déjà été engagées par certains projets et programmes. Je prends le cas du Prégol. Il y avait le prix Prégol de la transparence budgété au niveau local, qui était évalué périodiquement pour savoir est-ce que les communes communiquaient sur donc, les budgets et est-ce que ces communes rendaient compte. Et ces prix-là étaient sanctionnés par donc, des montants allant de 1 à 5 millions. Et c'était assez important. Il y a eu aussi dans le cadre du PACT, le programme d'appui aux collectivités territoriales, le prix Copégol. Voilà, qui, en fait, donc ce sont des initiatives, on peut croire que c'est anodin, que c'est banal, alors qu'en réalité, c'est ça qui va faire que les populations ne vont plus, en réalité, compter trop sur l'État. Parce qu'il y aura une entité publique à côté qui les délivre les biens et les services dont ces populations ont besoin. L'autre aspect qu'il faut aussi signaler, c'est que nous attendons quand même au niveau de l'État central, on puisse, c'est vrai qu'actuellement, j'allais dire le sort de la décentralisation est en train d'être analysé et réformé. On veut repenser la décentralisation, mais ce serait bien quand même de préserver un minimum dans cette décentralisation, parce que ça ne sert à rien d'aller trouver des communes qui sont en lambeaux et puis tout reconstruire à zéro. Bon, on a quand même réussi à poser des bases depuis un certain nombre d'années, depuis la communalisation intégrale. Il faut quand même qu'on arrive à préserver ces bases-là. Et quand on viendra même pour repenser la décentralisation, c'est juste donc pour mettre encore des pierres sur l'édifice qui a déjà entamé. Et pour nous, au niveau de l'État central, il y a 7 des priorités en termes de sécurisation, de reconquête du territoire national. Mais il ne faut pas oublier que les communes sont des entités de développement. Et justement, pour éviter le basculement de certains jeunes dans la radicalisation, il faut leur permettre d'avoir des débouchés à travers ces entités de développement-là, qui sont des communes. Et pour moi, c'est quelque chose auquel il faut commencer à penser.
C'est vrai que la gestion des collectivités de par le passé, aujourd'hui, j'allais dire, n'encourage pas l'autorité ou ne motive pas l'autorité à leur donner beaucoup d'argent. Parce qu'il y a eu vraiment énormément de déperditions. Et nous sommes d'accord avec eux qu'il faille, on faille faire donc une halte pour voir en fait, les goulots d'étranglement qui étaient là, qu'est-ce qui les a engendrés, pour mieux trouver les solutions pour mieux relancer. Merci. Merci beaucoup à Herman Douagno. Je rappelle que vous êtes secrétaire exécutif du CERAFP, le Centre d'études et de recherche en finances publiques. Merci donc d'être passé ce soir. Merci. Merci également à Youssouf Sanfo. Il nous vient de la Bougouriba. Il est membre de la délégation spéciale de Diebougou. Il est le président de la commission des affaires économiques et financières de la commune de Diebougou dans la région du sud-ouest donc du Burkina Faso. Et enfin, merci à Désiré Saïdou Ilboudo, qui est du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, plus précisément de la direction des finances publiques locales, un service donc de ce ministère. Merci mesdames et messieurs d'avoir suivi ce nouveau numéro de Face aux Veilles, un numéro voulu donc par le studio Yafa de la Fondation Hirondelle en collaboration avec la télévision BF1. Bonsoir chez vous, à très bientôt. Bonne gouvernance. Ressources naturelles. Agriculture et élevage. Droits humains. Cohésion sociale. Corruption. Sécurité. Devoir de rédivabilité. Bonne gouvernance. Ressources naturelles. Agriculture et élevage. Droits humains. Cohésion sociale. Corruption. Sécurité. Devoir de rédivabilité. Bonne gouvernance. Ressources naturelles. Agriculture et élevage. Droits humains. Cohésion sociale. Corruption. Sécurité. Devoir de rédivabilité.